Yokoso. Et bien bonjour à tous. Bienvenue à tous pour Muteki, une heure de son japonais. Et on a commencé par de la grosse guitare. La semaine dernière, on était sur de l'électro. Et bien aujourd'hui, on part sur de la guitare, du gros rock, mais plein de genres différents, mais surtout un état d'esprit commun qui est celui du Visual Kei. Et on va en parler ensemble avec Bertrand. Et c'est là toujours le moment, vous savez, on est en direct sur Muteki, le moment où on se demande si la liaison par téléphone, évidemment aujourd'hui on n'est plus tout à fait en phoneur à l'ancienne, mais on se demande toujours si la liaison se passe bien. Et Bertrand avec nous, est-ce que tu nous entends, Bertrand ? Moi je vous entends très bien, bonjour à tous. C'est nickel, le son parfait. On t'entend très bien, Bertrand. Merci de nous rejoindre aujourd'hui, puisque ça fait un petit moment qu'on discutait autour de ta présence à l'émission. Et Bertrand, évidemment, pour ceux qui le connaissent, notamment à Paris, mais ailleurs également, toi tu organises un festival. Le festival donc B7 Clan J-Rock Fest, ce sera les 11 et 12 juillet prochains à l'Arena Grand Paris à Tremblay en France. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, nous présenter encore mieux que ça, parce que moi je ne fais que dire les dates au final. Déjà merci de m'avoir invité dans votre émission. C'est effectivement, ça faisait un petit moment qu'on en parlait, et puis là on est à 2 mois de l'événement, donc c'est parfait.
Alors, le BC Vanclan J-Rock Festival, c'est un festival qui est dédié au Visual Kei, mais en réalité, c'est aussi la célébration de 20 années d'activisme dans le monde de la musique japonaise, puisqu'en réalité, j'ai commencé ma première tournée européenne pour des Japonais en 2006. Et que comme on est en 2026, l'idée c'était de marquer le coup avec un événement qui sorte un peu de l'ordinaire. Et le Visual Kei, comme c'est un style de musique avec lequel j'ai beaucoup travaillé, d'ailleurs la plupart des groupes qui sont sur le festival, j'ai travaillé avec eux, j'ai monté des tournées pour eux. Ouais. Donc voilà, tout simplement l'idée était d'organiser quelque chose d'unique qui ne s'est jamais fait. Et c'est vrai. Et c'est parti. C'est tout à fait vrai. Ça fait effectivement, on n'a jamais eu de vrai gros festival de Visual Kei en France. Et puis on avait déjà un petit peu travaillé ensemble il y a une dizaine d'années, puisque il y a 10 ans, j'avais profité d'un voyage au Japon pour enregistrer des interviews. C'était déjà pour des concerts que tu organisais, il me semblait. On va déjà parler aussi déjà du premier groupe qu'on a eu ici à l'antenne, avec lequel on a ouvert cette émission, qui est Desper's Ray. Tu as fait revenir pour l'occasion. On va parler du Visual Kei dans un instant, mais on attend quand même un genre musical qui a une histoire qui remonte à maintenant quasiment 40 ans si on regarde bien, et il y a des retours de certains groupes qui s'étaient soit dispersés, soit mis en pause et qui reviennent. Desper's Ray s'était mis en pause pendant de longues années et là tu les as fait revenir, c'est une sacrée performance. C'était même pire que ça, parce qu'ils étaient même pas en pause. Le groupe était terminé. Le groupe avait décidé de se séparer parce que le chanteur avait des problèmes de voix. Ouais. Et effectivement, oui, j'ai renoué contact avec certains des musiciens il y a 2 ans à peu près, et qui me parlaient de leurs différents projets. Et puis je leur disais, vous savez, ce qui serait le plus formidable, ça serait surtout que Desper's Ray se reforme. Et donc ils ont un peu hésité parce que forcément c'est toujours délicat. Et puis l'an dernier, je leur ai parlé du festival et ils m'ont dit on va se reformer alors pour l'occasion. Okay. Et donc ils se sont reformés, et pour le plus grand bonheur de tout le monde, le chanteur a décidé que tant pis, s'il fallait mourir sur scène, il mourrait sur scène, mais qui voulait chanter. Ça va bien donc, avec l'état d'esprit du genre musical pour le coup, on va en parler dans un tout petit instant, mais on va déjà donner le line-up puisqu'on est en train de parler des groupes. Le 11 juillet, ce sera Versailles Muku. Alors je vais commencer à l'inverse. Souffre, qui est le groupe qui a gagné donc le vote des fans. Alors groupe pas français. Tout à fait. Souffre, c'est le groupe français. Voilà. Invité. Chaque jour, on a 2 groupes européens qui ouvriront. Oui. Et donc, le premier jour, c'est Souffre. Voilà. Souffre. Ensuite, on a Kizu, LMC, Muku et Versailles en tête d'affiche. Et le 12 juillet, le lendemain, on a Imperial Age, qui est donc l'invité européen. Voilà. Et ensuite... Anglais, exactement, qui sont britanniques. Azavana, Giluka, Anne Café, Desper's Ray, et à la fin le grand final avec Moi dis-moi, donc le groupe de Mana. Alors pour être encore plus complet, le premier jour, le 11 juillet, il y a un 5e groupe japonais qui s'est greffé il y a 2 semaines à l'événement. C'est ceux qui ont gagné le concours organisé justement pour participer, et le groupe s'appelle Aitorito Mushozoku. Let's go, ok. Voilà, comme donc... ça. Tu peux nous en dire un petit mot? Il y a eu un tremplin, il y a eu un vote. Comment ça s'est comment vous avez procédé? Alors l'idée en fait c'était d'avoir, si vous regardez bien l'affiche, il y a tous les styles de Visual Kei quasiment réunis. Ouais. Il y a du métal symphonique, il y a du gothique, il y a de la pop, il y a du metalcore, etc. Et donc en fait il y a un style que je voulais absolument qu'il soit présent, c'est le Visual Kei underground. Celui qu'on va voir dans les toutes petites salles de Tokyo, dans les caves. Ouais. Et donc, je voulais vraiment qu'il y ait un groupe issu de cette scène, parce que même si ce ne sont pas des groupes très connus et très médiatisés, il y a des dizaines de concerts par semaine qui se jouent à Tokyo dans ces petites salles-là. Et donc, on a organisé un concours pour qu'un de ces groupes underground puisse faire partie du festival.
Voilà, donc ça s'est très bien passé. Et on a eu un certain succès là-dessus. C'est de l'underground que vient d'ailleurs le Visual Kei avant d'être extrêmement grandiloquent, avec des scénographies incroyables. C'était aussi à la base effectivement un mouvement qui est né au début des années 80 dans les live house de Tokyo et de Osaka, hein, très clairement, avec évidemment comment on pourrait définir le Visual Kei. Mitsugi, le youtubeur, nous disait que c'était un grand théâtre. Nous, on dit à l'émission que c'est plutôt un état d'esprit plus qu'un genre musical, parce qu'on va y retrouver effectivement du métal plutôt symphonique, du métal théâtral. À côté de ça, on va être plutôt des fois sur du gothique à la Schwarzstein par exemple, ou post-punk à la Bucktick, où on va retrouver du speed metal ou du metal prog à la Ex-Japan ou Lunacy, ou même encore d'autres, même d'ailleurs de lentilles. Même d'une certaine façon, il y a même des fois des groupes qui prennent un petit peu la parodie. Ça a été un peu le postulat de Anne Café au début, par exemple. Bref, comment tu pourrais, toi, définir le Visual Kei, toi ? Alors, moi, en général, quand je parle à quelqu'un qui ne s'y connaît pas, je lui explique que c'est un concept où le visuel des groupes est aussi important que la musique. Donc, alors c'est très rapide, hein, c'est très succinct, mais en gros, effectivement, musicalement, il y a quand même tous les genres réunis à partir du moment où il y a une base rock. Et après, sur le visuel, c'est du japonais, c'est du délire, c'est du délire, mais en même temps, c'est ultra méticuleux, hein, c'est des heures de préparation, de maquillage, et c'est comme ça que moi je le présente aux gens, en gros. Donc visuel plus musique. Visuel plus musique avec une base de rock, mais rock vraiment au sens très très large du terme. Il faut bien qu'on puisse comprendre ça. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec La Reine et Versailles, les projets de Camille Jo, avec Moi dis moi qui vont, ou Malice Misère auparavant, qui était très, même presque mélodique d'une certaine façon. À côté de ça, vous avez Giluka et Kizu qui vont être beaucoup plus dans le métal, dans le scream, dans le côté scream de la chose. C'est exactement ça. Et c'était vraiment l'idée. L'idée, c'était d'avoir des anciens groupes, des groupes iconiques, des groupes qui ont vraiment marqué le Visual Kei et qui le marquent toujours, et des nouveaux groupes, et puis d'avoir tous ces styles un petit peu mélangés. Et ça, c'est d'ailleurs ça qui sera marrant, c'est que on va passer sur la première journée d'Azavana, qui est un groupe rock pas trop violent, à Giluka qui est ultra violent, Anne Café, groupe pop dansant, funky, Desperzeray, du gros métal, et Moi dis moi du gothique. Donc vraiment le même jour, il y en aura pour tous les goûts. Complètement. Et mais en réalité, peu importe, parce que le principal, c'est que l'esprit du festival et le Visual Kei, et je suis sûr qu'il y a plein de fans et plein de gens qui sont très contents de voir tous ces groupes complètement différents, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, le public est dans un état d'esprit, et les groupes aussi d'ailleurs. On va en parler un peu plus de ce festival, de la fabrique de ce festival, de la manière dont tu l'as, conduit, généré, dont tu en as eu l'idée, et la manière dont tu l'as façonné. Ce festival, on le rappelle, ce sera les 11 et 12 juillet prochains, B7 Clan J-Rock Fest, donc à l'Arena Grand Paris. Ça se passe à Tremblay en France, tout en haut de la région parisienne. Mais on va faire une petite pause musicale, peut-être, justement parce qu'on parle de Moi dis moi ou Moi dis moi. J'ai toujours dit Moi dis moi personnellement, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de le prononcer. Moi dis moi ou Moi dis moi, ça dépend comme vous voulez. Puis derrière, on enchaîne avec Versailles, et après, on reste ensemble en ligne avec Bertrand pour nous parler donc du B7 Clan J-Rock Fest. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur moteki-radio.fr et sur les différents réseaux sociaux, dont le Twitch actuellement. Et le Twitch actuellement, exactement, tout à fait. Salut. Bonjour Twitch. On dit bonjour aux gens. Et voilà, c'est parti. Dialogue Symphonie, c'est le nom de la chanson qui va suivre sur Moteki. On est ensemble jusqu'à 10h.
無敵を聞いている皆さん、ディオです。強く
Versailles juste à l'instant avec Ascended Master, évidemment avec le jeu de mots qui va avec, remasterisé pour l'album remaster pour la petite particularité. On est toujours en compagnie de Bertrand pour le festival B7 Clan J-Rock Fest. Deux des groupes, Versailles juste à l'instant et Moi dis-moi juste auparavant avec Dialogue Symphonie, à prononcer à la française s'il vous plaît, qui sont donc à l'affiche, qui sont même carrément en tête d'affiche de ce festival qui se déroulera les 11 et 12 juillet prochains à l'Arena Grand Paris à Tremblay en France, soit le samedi et le dimanche évidemment. Petite question, Bertrand qui est avec nous. Est-ce que c'est compliqué à organiser? Est-ce que c'est compliqué à promouvoir? Parce que c'est vrai que c'est très marqué. On a été en France un des premiers pays à véritablement plonger, ailleurs qu'au Japon bien sûr, dans le monde du visual kei. Mais voilà, il s'est passé 20 ans entre temps. Est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que c'est compliqué à faire? Est-ce que c'est compliqué aussi à promouvoir? Alors, c'est pas facile du tout à organiser. Alors pour l'anecdote, en fait, j'ai commencé la programmation 1 an et demi avant le festival. Quand même. Ouais, Okay. C'est-à-dire qu'1 an et demi avant le festival, je commençais déjà à demander leur dispo aux artistes. Ouais. Et puis après, c'est marrant parce que c'est une toute petite niche. Mais chacun est un peu indépendant dans son monde. Et puis, on est en Europe, mais le festival n'étant qu'avec des groupes japonais, il faut en fait réfléchir à la japonaise. Ouais. Et donc, vous savez, au Japon, il y a un respect des hiérarchies et un respect des anciens, on va dire. C'est-à-dire que on peut être un jeune groupe et être beaucoup plus populaire qu'un groupe ancien. Néanmoins, on est obligé de les respecter. Ouais. Et donc, on ne pourra pas se mettre en tête d'affiche lorsqu'on a des groupes plus iconiques, même qui se sont un peu perdus entre-temps. Donc, il a fallu jouer avec, le respect de ces traditions et de ces us et coutumes japonais. Il a fallu jouer avec les managements, parce que les groupes japonais, en fait, sont surprotégés. Les groupes visual kei, en tout cas, sont surprotégés. Vous voyez, par exemple, il est interdit de prendre des photos, des vidéos. Comme je le disais tout à l'heure, le visuel est tellement important que si le groupe vient sans ingé son, on peut se débrouiller. Si le groupe vient sans maquilleuse, en fait, il joue pas, quoi. C'est un peu plus complexe, là. Donc, et puis après, il fallait mettre tout ça en place. C'est une première. Tous les groupes veulent faire des balances. Donc, vous voyez, la journée va être extrêmement longue parce que ils vont se lever très tôt pour pouvoir faire des balances. Après, il y a les concerts. Ça va être un marathon. Et donc, oui, il y a beaucoup de complications. Mais bon, en même temps, c'est une première. C'est une première. Et côté français, quand tu te pointes à l'Arena du Grand Paris ou les organisateurs, je ne sais pas qui tient l'Arena, si c'est Viparis ou quelqu'un d'autre, mais est-ce que tu leur dis je vais faire un festival de visual kei ou je vais faire un festival de rock ou de métal? Comment tu présentes la chose à des gens qui sont extérieurs à ça? Non, je leur ai présenté ça comme un festival de rock japonais. En expliquant bien entendu la spécificité du visual kei. Et forcément, personne ne connaissait ça à l'Arena Grand Paris, mais on n'a eu aucun souci à avoir la salle, étant donné qu'on bosse déjà avec eux sur d'autres projets. Et voilà, non, il n'y a eu aucun problème. Ils ont découvert, mais je pense surtout que c'est lors de l'ouverture de la billetterie, et même les jours précédents, puisque le standard était débordé de gens qui voulaient avoir des informations, qu'ils ont compris qu'il se passait quelque chose. T'anticipes sur ce que je voulais te demander aussi, parce que du coup, la réaction des fans, quelle a été leur réaction? A priori, t'as l'air de me dire qu'il y a beaucoup de monde qui attendait ça, alors. Je pense qu'on a surpris tout le monde, surtout. Et que, vous savez, en fait, le visual kei a eu des heures de gloire, mais depuis 2015, c'était un petit peu redescendu. Alors certains diront que la K-pop ayant pris le pas, d'autres diront que y a des groupes mythiques qui ont arrêté de jouer, et puis la relève n'était pas forcément à la hauteur. Enfin, il y a plein de suppositions. Donc effectivement, c'est un mouvement qui était redescendu, mais c'est vrai que quand on a annoncé ce festival, on a surpris tout le monde parce que
déjà, premièrement, un festival de Visual Kei, ça n'a jamais existé en dehors du Japon avec cette ampleur. Et d'ailleurs, entre parenthèses, au Japon actuellement, on m'a dit, parce que j'étais au Japon la semaine dernière, au Japon actuellement, on m'a dit que même ce festival au Japon, aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est assez hallucinant. C'est assez fou, ouais. Et donc, oui, on a surpris les gens de par l'annonce d'un festival Visual Kei, et puis je pense aussi de par la qualité des groupes. Il y a quand même plusieurs groupes qui avaient arrêté, Despairs Ray, ouais. Versailles, d'autres groupes qui n'étaient pas venus en Europe depuis, je crois que moi, 10 mois, c'était depuis 2007. Oui. LMC, ça fait au moins 10 à 15 ans qu'ils n'étaient pas revenus. Anka fait pareil, donc tout ça, c'était quand même surprenant pour beaucoup de gens. Et après, je pense que la réaction des gens a été extrêmement bonne. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que les chiffres de vente du festival sont vraiment sont très bons, quoi. De ce côté-là, on est tous très heureux. Voilà, t'arrives à le promouvoir auprès des fans. Les fans sont réceptifs. J'imagine que tu dois avoir un public venu pas forcément que de France, quoi. Tu dois avoir aussi des gens qui viennent d'autres pays européens. D'après nos stats, en fait, la moitié du public vient de l'étranger. Okay. Et d'après notre billetterie, on a pu sourcer environ une centaine de billets achetés au Japon. Ok. Donc, on précise, gens qui vont faire le déplacement. Voilà, on précise le pass un jour, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai le site de l'Arena Grand Paris sous la main. Le pass un jour à 125 €, le pass 2 jours à 231 €. Ça, c'est pour la fosse, pardon. Et les gradins du bas, les gradins du haut, c'est 100 € le pass un jour, 180 € le pass 2 jours. C'est ça. Voilà. Il y a encore des billets du coup. On peut encore oui. Voilà. Voilà, on est déjà bien plein, mais il reste quand même quelques billets parce que l'arena est quand même très très grande. C'est une grosse arena, c'est-à-dire que comment elle est par rapport, je sais pas moi, enfin c'est pas Bercy non plus, mais je veux dire, on peut la rapprocher de quoi en fait en termes de. C'est un peu plus grand que le Zénith. Ok, voilà. Voilà, on peut la rapprocher d'un Zénith. Alors c'est pas fait tout à fait pareil à l'intérieur, oui. Mais quand même c'est un niveau légèrement supérieur au Zénith. Mais on a une idée effectivement, donc ça va ressembler à un gros Zénith si je comprends bien. Ouais. Je vais juste préciser effectivement pour ce qui est des groupes effectivement. Versailles, ça fait longtemps qu'ils sont pas revenus. Camillo, lui, se balade de temps en temps aussi en tournée. C'est pareil pour Anne Café. On a eu l'année dernière le chanteur qui était revenu en solo. Sauf que leur projet, quand ils viennent en solo, c'est pas forcément c'est sur leur projet solo à eux. Donc c'est pas nécessairement avec tout l'attirail et toute la mise en scène de leur groupe originel. Et c'est le cas, par exemple, pour Anne Café qui va revenir, par exemple. Avec sa scénographie. Et c'est pareil pour Versailles. Aussi. Absolument. Donc, c'est pour l'occasion, on va vraiment essayer de respecter ces groupes au maximum et de leur donner ce qu'ils demandent pour que ça se passe super bien. Okay. Mais bon, comme j'ai déjà travaillé avec tout ce monde-là, voilà. on va se comprendre assez facilement. On va en parler justement de ça, mais d'abord on va peut-être encore refaire une petite pause. Je te laisse un peu le choix des armes parce qu'on a à part Azavana, je crois qu'on a à peu près tout le monde. On voulait passer du Moog ou alors du Giluka, donc partir sur de la guitare un peu plus musclée. Toi, tu préférerais quoi? Plutôt Moog ou plutôt Giluka? Alors. Je pense que j'aurais plutôt, alors j'aime bien les deux, mais j'aurais plutôt une tendance à aller sur Moog. Ok. Sur les senpai. Par respect des senpai, exactement. Exactement. Ça marche. Bon, Muku, une qu'on a déjà passée, qu'on aime beaucoup à l'émission. Daremo Inaie, et on se retrouve juste après. Cette fois-ci, il y a une seule chanson. On se retrouve juste après. Ah non, ça ne veut pas se lancer. 3, 2, 1, on est ensemble sur... Ah, parce que j'ai pas dit la formule consacrée. On est sur Moteki, on est ensemble jusqu'à 10h. Right.
Ça fait un moment qu'on l'avait pas passé. Dalemo Inaie, Muko sur Muteki. Et en fait, finalement, on se rend compte que c'était notre fonds de commerce. Au début de l'émission, donc il y a 25 ans, quand même, mine de rien, 25 ans de Muteki, on en est bientôt à la 26e année de l'émission. Et quand vous regardez dans les archives, on a d'ailleurs un ami qui nous a transmis des vieilles cassettes de Muteki de 2001. Donc moi, j'étais même pas encore là. Il y avait Romain, et Romain uniquement, ou alors avec des copains, etc. Et qu'est-ce qui passait à l'époque ? Alors il n'y a pas forcément Muku. Il y avait à l'époque, il y avait du Chazna, il y avait du Pierrot, il y avait qu'est-ce qu'on avait ? Nail aussi. Voilà, pas mal de groupes de cette époque-là, du début des années 2000. Et Muku est arrivé dans cette vague-là d'ailleurs. Au passage. Et ouais, c'était notre fonds de commerce. Donc ça fait plaisir de recevoir Bertrand avec nous pour le B7 Clan J-Rock Fest, un festival, donc vous l'aurez compris, consacré au Visual Kei. Et c'est cool. Mais du coup, on en parlait juste avant la chanson. Ce mouvement, on l'a véritablement kiffé en France, et je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. On s'est jeté dedans à corps perdu. En tout cas, il y a vraiment carrément une petite partie de la jeunesse fan du Japon, un peu underground à l'époque, qui s'est jeté dedans à corps perdu. Il y avait des concerts, pas mal de groupes japonais qui venaient en concert en France. Toi, Bertrand, t'as eu, comment dire, j'ai presque envie de dire, tu as eu ton premier contact avec le Visual Kei. Comment ? C'est-à-dire que comment tu t'es connecté à ce monde-là ? Alors moi c'était en 2007 puisque j'avais été contacté pour m'occuper d'un groupe japonais qui s'appelle Dio, Destroyed Overlord. Ça tombe bien puisque c'était le jingle de tout à l'heure. Voilà, que je ne connaissais absolument pas. J'ai donc découvert un délire total, sachant que moi je viens du rock, du métal, mais pas forcément de celui-là. Et donc la première fois c'était à la Japan Expo où il devait se produire, et ça a été un délire complet et total, et c'était vraiment un choc pour moi. Alors pas tellement au niveau musique, mais plutôt sur sur l'organisation, parce qu'en fait avec un groupe de rock, quand vous arrivez dans une salle, vous arrivez en général 2 heures avant, vous faites les balances, vous allez boire une bière, et puis vous attendez que ça joue. Mais là il fallait qu'on arrive 5-6 heures avant, parce qu'il y avait 4 heures de maquillage. Oui. Et ça j'étais pas du tout habitué en fait. Et mais après ça s'est très bien passé, et puis j'ai monté une tournée pour Dio derrière, et c'est comme ça que tout est parti. Quel regard ils ont de la France, parce que ça fait partie des pays dans lesquels les uns et les autres, de manière complètement éparpillée la plupart du temps, mais les uns et les autres ont quand même beaucoup joué en France, peut-être dans les pays à côté éventuellement, mais je veux dire, quand il a fallu partir à l'autre bout du monde, c'est vrai que les années 2000-2010, on avait un groupe, puis un autre qui venait. Et quel regard ils ont gardé sur la France ? Alors il y a différentes conceptions. Il y a des groupes qui étaient aventuriers, donc il n'y avait pas spécialement de problème à voyager. Et puis il y avait plein de groupes qui avaient peur, se posaient des questions. Comment ça se passe à l'étranger ? Est-ce qu'ils ont des routes, des voitures, des hôtels ? C'était presque ça. Est-ce qu'on a l'électricité ? Ouais, c'était presque ça. Donc les groupes qui avaient aucun problème à voyager, on les recevait avec grand plaisir. Alors tout en respectant leur manière de fonctionner. Par moments, ils oubliaient qu'ils étaient plus au Japon, mais il fallait s'adapter. Et puis après, on a quand même essayé au fur et à mesure de convaincre ceux qu'on voulait vraiment qu'ils viennent, et qui hésitaient. Bon. Et voilà, il y en a pour qui on a réussi, d'autres c'était un peu plus compliqué. Il y en a, moi j'ai le souvenir de certains qui se sont quand même bien adaptés, il faut dire ce qui est. On a parlé kebab avec Anne Policino il y a une quinzaine d'années. Voilà, des fois, en fait, certains, et tu as raison, certains sont aventuriers, et quand tu dis aventurier, je dirais même sont surtout dans un état d'esprit en fait de rocker, c'est-à-dire qu'ils sont à l'autre bout du monde. C'est un concert, c'est pas des Japonais en face, mais c'est pas grave, on va leur envoyer du gros son, et ils vont aimer.
Alors, tu reprends Lipolicino, c'est marrant parce que le chanteur Shindy habite en France maintenant. Eh ben tiens. Et il nous rendra bien entendu visite sur le festival les 11 et 12 juillet. Eh ben, on mangera un sandwich turc Berliner à sa santé. Et il sera accompagné par une figure emblématique du Visual Kei, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, puisque c'est un secret. C'est un secret. C'est la surprise. Bon, on lui fait évidemment une grosse bise au passage d'ailleurs. Et d'ailleurs aussi une grosse bise à tous les rockers qu'on a interviewés. Et vous pouvez aller sur la BCD des invités. Et c'est des discussions qui sont à chaque fois passionnantes. Et donc certaines, on le disait en début d'émission, où on est impliqué, toi et moi d'ailleurs, puisque tu as été notamment entremetteur pour certaines de ces discussions. Je pense à Dio la dernière fois, donc il y a une dizaine d'années maintenant, à Tokyo. Tu me parlais de Japan Expo tout à l'heure. Je vais quand même te poser la question, l'éléphant dans la pièce. C'est le 11 et 12 juillet prochain, donc c'est le samedi et dimanche de Japan Expo. Est-ce que vous êtes en contact avec eux d'une manière ou d'une autre ? On a été en contact, c'est-à-dire que avant de lancer le festival, on avait fait des réunions. Et on s'était vu pour justement en bonne intelligence que les deux événements puissent cohabiter sans problème. Et donc voilà, ça c'est tout s'est bien passé. On fait notre événement. On espère que c'est vrai qu'on fait notre événement en parallèle et à côté du leur. C'est à côté. Et on espère. Ouais, tout à fait. Mais en fait, l'idée pour nous, c'est que on va avoir un public qui majoritairement va venir de l'étranger. Donc, on s'est dit que si pour ce public-là, en matinée ou les jours précédents, ils peuvent en profiter pour aller à Japan Expo. En réalité, c'est super pour les gens qui viennent à notre festival de pouvoir avoir cette opportunité en plus de se rajouter un deuxième événement majeur. Et donc, pour nous et pour tout le monde, je pense que c'est tout bénef. Ça, c'est pour le public. Et au niveau des groupes, est-ce qu'il y a des synergies peut-être en discussion, des événements ou pas forcément des showcases, mais des événements, par exemple, comme on appelle au Japon des shaken events ou des événements où ils viennent signer des autographes, je n'en sais rien. Non, c'est pas prévu, mais alors c'est pas tellement que on s'est pas entendu, c'est qu'en fait le planning du festival est déjà extrêmement lourd pour les groupes, parce que dans la même journée, un groupe va faire une balance, va devoir se préparer. Il faut pas oublier qu'il y a 4 à 5 heures de maquillage et de coiffure, va faire des meet and greet et va faire un concert. Donc c'est vraiment très dense et au niveau timing c'est très compliqué. Il faut savoir que si admettons que le lendemain un groupe décide d'aller à Japan Expo, c'est quand même 4 à 5 heures de maquillage et de coiffure. Donc c'était vraiment lourd, c'était vraiment trop compliqué de pouvoir faire les deux. Ok. Et puis alors les groupes japonais sont très très pris. Donc il y en a qui, pour vous dire, il y a certains groupes qui arrivent la veille, qui repartent le lendemain de leur concert. Enfin c'est un timing très très serré. Ah oui, ils repartent juste derrière. Oui, donc ils vont à peine avoir le temps de profiter de Paris. Et encore. Ils vont même pas y aller. Ils vont même pas y aller. Ouais. Effectivement. Donc on le rappelle, c'est le 11 et 12 juillet. Donc oui, effectivement, c'est juste à côté de Japan Expo, parce que c'est à Tremblay en France. On le rappelle, donc Tremblay en France, c'est juste au-dessus de Villepinte. C'est vraiment à côté, dans le secteur donc de l'aéroport. Donc c'est pour ça aussi, donc une raison. J'imagine qu'ils vont descendre de l'avion, se préparer, jouer sur scène et repartir derrière. C'est un petit peu ce que je suis en train d'imaginer. Eh ben oui, c'est en gros, il y en a qui arrivent 2 jours avant, il y en a qui arrivent la veille, mais ouais, c'est très c'est pour ça que je vous dis qu'il m'a fallu 1 an et demi pour préparer le festival, parce que ils ont des timings et des concerts tout le temps. Donc ça fait 1 an et demi que je dis essayez de bloquer les 11 et 12 juillet et voilà, on y a réussi.
On va juste faire une petite aparté, on revient vers toi dans quelques secondes. J'ai juste 2-3 petits événements à annoncer. Elias peut-être aussi... Non, pas tant que ça, à vrai dire. Tant que ça. À part les Indie Games. Bah si, vas-y, parle-nous-en, parce que du coup, on est sur les news. Alors, au niveau... Alors, je vais commencer juste avec un concert dans ce cas-là. Vas-y. Concert hommage à Ryuichi Sakamoto, c'est aujourd'hui, c'est ce soir d'ailleurs, samedi 16 mai, à la salle Gaveau à Paris. Ça, c'est pour commencer. Et ensuite, on a aussi la rencontre, puisqu'on avait la semaine dernière JB Anak avec le livre Bâtard, qu'on vous conseille évidemment, parce que moi je l'ai complètement... Que tu as descendu littéralement. Dévoré, exactement. Qui est en rencontre, j'allais dire en dédicace, et même plus que dédicace, parce que vous allez vraiment pouvoir discuter avec lui et lui pouvoir parler du bouquin. Ce sera au 104, la librairie du 104 à Paris. Et puis donc ce week-end également, donc il y a Indie Game Lyon avec l'autre invité de la semaine dernière, 2080, qui sera en mix ce soir à 22h. Et juste avant, il y aura le Super Smash Brass, la fanfare des thèmes de jeux vidéo. C'est ça, n'oubliez pas que c'est la 7e édition des Indie Games organisée du coup par l'association Indie Games. Ça a commencé du coup jeudi, ouais. Hier il y avait des conférences et aujourd'hui ça commence à 15h, tout plein de conférences, de rencontres, de tables rondes et même des speedruns et de la musique. N'hésitez pas à y aller, on est du coup du côté de Villeurbanne, métro flashé. N'hésitez pas sincèrement à y aller, c'est vraiment cool, on est vraiment bien accueillis et les conférences sont d'une richesse impressionnante. CCVA de Villeurbanne, exactement. Il y a même des jeux en libre essai. Oui, tout à fait. Il y a énormément d'invités. Ouais. Là, j'ai compté, on est sur 25 ou 30 invités qui sont du coup présents avec leurs différents stands. On a le syndicat du jeu vidéo, on a les associations du long game dev Patali Patala, mais on a aussi pas mal de studios qui viennent pour présenter un jeu unique, leur jeu actuellement en développement, en playtest, ou alors qui est dans une sortie soon enough. Et on va parler aussi un tout petit mot de sumo également, puisque le tournoi se poursuit aujourd'hui. On est à mi-parcours du tournoi de sumo du mois de mai à Tokyo, au Kokugikan, tout simplement à la maison, si j'ose dire. Mais sans Aoni Shiki, on le pressentait, mais il est désormais out pour tout le tournoi, ce qui fait qu'il ne sera plus aux équipes. Il va falloir qu'il charbonne lors du prochain tournoi pour essayer de regagner son rang. Mais il avait bien morflé lors des derniers tournois, 2 victoires d'affilée en ce début d'année. Il avait bien montré qu'il avait sa place en tant que tel, mais il s'était fait de mes souvenirs une blessure il y a 2 tournois de ça. Ouais. Et il s'en est pas encore relevé. Prions pour lui qu'il revienne sur le dojo et qu'il puisse recombattre. Et Ono Sato également out tout autant. Puisqu'on parle de concert, Bertrand avec nous, Bertrand B7 Clan, est-ce que tu as d'autres, parce que j'imagine que là toutes tes énergies sont évidemment dirigées vers ce festival J-Rock Fest, B7 Clan J-Rock Fest les 11 et 12 juillet prochains à l'Arena Grand Paris, mais en parallèle toi tu organises, c'est ton métier si j'ose dire, mais tu organises encore d'autres concerts. Est-ce que tu as d'autres événements à nous annoncer en dehors de ce festival, d'autres groupes peut-être en tournée? Oui, bien sûr. Alors, juste après le festival, fin juillet, mi-août, on a le groupe Broken by the Scream qui sera en tournée européenne. Ouais. Alors, c'est un groupe qu'on qualifie de kawaii metal. Donc 4 nanas, voilà. Mignonnes, qui chantent et qui scream. Et qui envoient du lourd, exactement. Et qui envoient du lourd. On va dire, on peut associer ça à baby metal, bien sûr. Ouais. Et un peu plus tard, il y aura donc une date à Paris d'ailleurs, fin juillet. Et un peu plus tard, fin septembre-octobre, Camijo en solo revient en Europe. Et puis bien sûr, nous continuons à préparer d'autres projets pour l'avenir. Camijo, c'est donc vous aussi qui le faites tourner? Oui, absolument. Alors Camijo, c'est simple, ça fait 19 ans que je travaille avec lui. Voilà. Donc l'an prochain, on fêtera nos 20 ans ensemble. Est-ce que alors c'est une question aussi un peu bête, mais il y a beaucoup de groupes effectivement qui sont très influencés par la France, par l'esthétique romantique française. Je pense à Moi Dis-moi bien entendu, je pense à Versailles, La Reine également, Camijo forcément au milieu de tout ça. Est-ce qu'il y en a qui parlent un peu français?
Pas vraiment. Pas vraiment. De mes mots, je sais même pas si j'ai un souvenir d'un artiste qui parle français. Non, je crois pas. Ah ouais, ok, d'accord. Donc oui, parce que on va quand même le dire, il y a quand même beaucoup d'inspiration française là-dedans, et notamment d'inspiration de culture française, que ce soit à la fin du 18e évidemment avec les froufrous, ou le romantisme, voilà, du 19e siècle. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot sur ça, parce que c'est vraiment des gens qui ont été influencés par la France, quoi qu'il en soit. Oui, alors c'est ça qui est très sympa, c'est que la France, c'est vraiment un pays qui fait rêver les Japonais à tous les niveaux. L'histoire de France, la culture, la mode. Quand vous allez au Japon, vous avez énormément de commerces qui ont des noms français, d'ailleurs parfois mis aléatoires. Parfois aléatoires, ouais. Donc, oui, tout à fait. La France est vraiment très importante pour la culture japonaise, et le fait que le festival se passe à Paris, c'est également un symbole. C'est un symbole fort. Donc effectivement, tout le monde en profite. Est-ce qu'il y a des Japonais qui viendraient, qui t'ont dit qu'ils voulaient venir à ce festival ? Oui, absolument. Comme je disais tout à l'heure, on a vendu une centaine de billets déjà depuis le Japon. Voilà. Et moi, personnellement, je connais une dizaine de personnes qui vont venir sur le festival depuis le Japon pour ça, voilà, pour ça. Qui vont traverser la moitié du monde pour aller voir leurs idoles. Merci beaucoup, c'est malheureusement tout le temps qu'on a. Donc on le rappelle, le B7 Clan J-Rock Fest, c'est le 11 et 12 juillet prochain à l'Arena Grand Paris. L'Arena Grand Paris, c'est à Tremblay en France, donc dans le secteur de l'aéroport, voilà, Charles de Gaulle tout simplement. Et donc, on disait 100 € à 120 €, à 135 €, pardon, les premiers prix, et tout ça bien entendu sur arenagrandparis.fr pour les tickets, et sinon bien entendu sur le site de B7 Clan évidemment, pour tout savoir, de site de Envolprod pour être plus précis, envolprod.com pour être plus précis pour le site pour tout savoir de ce festival. Merci beaucoup Bertrand. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. On va se quitter avec un petit peu plus de mélodie. LMC, comment on prononce la chanson Hachiju Hachi, ou est-ce qu'on prononce genre clap clap pachi pachi comme à l'époque de Nico Nico Doga? Je sais pas, est-ce que tu sais comment on prononce le nom de cette chanson qui s'appelle 88 en français? Moi, je la prononce 88 parce que voilà. Je parle pas un mot de japonais. Mais en plus, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Allez, ça marche. Parfait pour finir, écoutez. Clairement une des chansons majeures de leur répertoire. LMC, le duo, à retrouver donc là aussi, pareil, les 11 et 12 juillet. Eux, ce sera et je l'ai plus sous les yeux. Eux, ce sera le 11, ce sera donc le samedi. LMC, donc on se quitte avec 88. Portez-vous bien, vive le son japonais. Et Jam Matane. Merci, à bientôt. À bientôt.輝きがまだ眠りさえ忘れさせるならそれでいいんだ。雨が降り止まないのはきっと唇噛み流れゆくその涙、誰も気づかないように夜空に描かれ
名は知らないけどその輝きはここからもよく見える